Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous êtes au rendez-vous du Club du Lys, Mardi mardi soir. soir. C'est parfait, gardez cette bonne habitude. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons aujourd'hui de l'herboristerie, qui est une science fort ancienne et pourtant à la mode. Tu connais le nom exact? La phytothérapie, Non, c'est mais ça, joli. c'est des choses C'est l'art de se soigner par les plantes médicinales. Tout Beaucoup simplement. trop compliqué pour moi. Alors, tu es allé effectuer un reportage dans un écomusée, ça s'appelle comme ça. Oui, Saint-Quentin en Yvelines, il y a quelques semaines, une exposition itinérante, et voici le résultat de ce reportage. Histoire de l'herboristerie. Bien, ici, c'est un tableau qui essaie de représenter un peu l'univers des plantes. Donc je pense que le plus intéressant à en dire, c'est de savoir qu'on ne connaît pour l'instant que 10% du monde végétal et qu'en fait, c'est donc un potentiel énorme qu'il faudra investiguer par la suite. Je crois que le commencement de l'herboristerie, il a commencé en fait au niveau de la vie quotidienne avec tout simplement l'utilisation des plantes pour l'alimentation. Elles apportent en fait tous les éléments nutritifs dont l'homme a besoin. Oui. Alors que les plantes se suffisent à elles-mêmes, l'homme a besoin absolument des plantes pour survivre. Et une des plantes dont il s'est peut-être le plus servi, c'est la catégorie épices, avec des épices exotiques et puis aussi des épices poussant sur place, qu'il a utilisées à la fois pour agrémenter ses repas, mais aussi pour se soigner. En fait, on s'est dit que toutes ces plantes qui étaient intéressantes, il fallait systématiquement les étudier. Donc on les a gravées, on les a dessinées pour conserver les caractères principaux. Et puis même pour les avoir sur place et mieux les étudier, on a fondé les premiers jardins botaniques. Oui, c'était avant la médecine savante, c'est ça? C'était avant la médecine savante, ça a été l'outil de la médecine savante. Oui. Et cette médecine savante était indispensable puisque à l'époque, il y avait des maux terribles tels que la peste, tels que le mal des ardents qui était provoqué par l'ergot de seigle. Et on a dû aussi se servir des plantes pour essayer de se préserver de ces maux dramatiques. On a à ce moment-là essayé aussi de trouver des remèdes universels. On pensait que certaines plantes arriveraient à guérir de tous les maux, tels que l'ail par exemple, mais aussi on a fait des médicaments tels que la thériaque, l'orvietan, où entraient à peu près une quarantaine d'espèces, du venin de vipère, de la peau de vipère, des crapauds, etc. Et c'était tout à fait efficace. Si ça ne tuait pas les gens, Ça ne leur faisait pas de mal. Ça ne leur faisait pas de mal. Mais c'était aussi certainement des antidotes extrêmement sérieux, puisque un médecin comme Cazin les a utilisés pour essayer de guérir des empoisonnements terribles. Car non seulement les plantes guérissent, mais parfois elles empoisonnent. Il y a donc une variété de plantes pour chaque maladie. Il y a une variété de plantes pour chaque maladie, mais aussi on retrouve les mêmes pour différents systèmes, puisqu'en fait les plantes sont très complexes et qu'elles ont toujours une multitude de principes actifs à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc elles peuvent aussi bien traiter un problème de rhume qu'un problème nerveux, qu'un problème de douleur, etc. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ces plantes et le pouvoir de ces plantes avaient été consignés par les médecins de la médecine savante, mais ils étaient aussi détenus par ceux qui avaient en quelque sorte cette connaissance de la médecine populaire. En fait, dans toutes les provinces, on les utilisait, on les cueillait, on les exploitait. Il y avait aussi, évidemment, c'est peut-être pourquoi on les a dédaignés, un emploi très magique. Oui. C'est-à-dire que ce collier de pivoine que vous voyez, il était censé enlever tous les maux de tête à celui qui le portait. Les marrons, on les portait soit en collier, soit dans la poche, en nombre impair, contre les hémorroïdes. Ces petits sachets d'ail que vous voyez, on les portait pendus à son cou pour se préserver de tous les virus. Et quant aux petits sachets de persil, c'était pour se préserver du mal au cœur, qu'on expliquait d'ailleurs de façon très... j'allais dire pragmatique, en fait pas du tout, de façon très pratique, en disant que les vers vous pissent au cœur. C'était une médecine populaire, mais qui était en très bonne harmonie jusqu'au XIXe siècle avec la médecine savante. Il y a eu aussi des personnes qui servaient, si je puis dire, de transitaires pour ce savoir, qui se sont perdus. C'est tout le problème, disons, des religieux qui détenaient les livres de la médecine savante, qui faisaient part à leurs ouailles des découvertes qu'ils avaient faites dans ces livres, et aussi des dames de charité, et aussi des charlatans qui colportaient, mais de façon utile, certains remèdes dans les campagnes. Bien sûr, elles ont
très souvent, comme je le disais, servi à soigner, mais aussi on pouvait, à une Empoisonner. dose, absolument. Elles ont aussi servi à empoisonner de façon tout à fait volontaire de la part de ceux qu'ils faisaient, mais aussi parfois malheureusement involontaire, parce que ces gens, les personnes ne connaissant pas assez bien ces plantes, en prenant une dose trop grande, se sont empoisonnées. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs tenu, à côté de ces plantes, à montrer à la fois une image du paradis qui représentait le bien-être, à la fois une image d'un enfer où on voyait tous les affres de la maladie. Exactement. Bien là, nous arrivons aux variétés de fleurs, de plantes et choses particulières. Vous me disiez qu'il s'agissait de plantes utilisées aujourd'hui. Absolument, ce sont des 79. plantes qui sont soit produites, soit surtout achetées dans d'autres pays pour être vendues en France à tous les utilisateurs. Malheureusement, on en importe les 2/3, on ne produit que le tiers à peu près de ce qui est utilisé en France. Et il semblerait, disent certaines personnes bien informées, qu'on pourrait en produire 2500 tonnes de plus. Bien sûr, on arrive de mieux en mieux à contrôler le pouvoir des végétaux, mais aussi en apprenant qu'on peut les contrôler, on s'aperçoit qu'on sait vraiment très peu de choses. Oui, Toutefois, on les exploite toujours, puisque... il y a le principe justement dans l'actif des végétaux dans les médicaments. Exactement. Alors. Toutes ces plantes que nous vous montrons ont encore leur principe actif utilisé à l'état naturel dans la pharmacopée actuelle. C'est-à-dire que toutes les plantes de ce type ont leur pouvoir calmant exploité dans les médicaments actuels. L'aspartéine vient du genêt, etc. Oui, alors, vous connaissez la production de plantes sèches en France, par exemple, en 1979? Elle est à peu près de 7000 tonnes. 7000. Et elle se répartit dans 3 grandes régions. Il y a une région en Île-de-France, Amélie-la-Forêt. Il y a la région d'Anjou, autour de Chemillé. Et il y a bien sûr la Provence, oui, j'allais le dire. avec le Tilleul de Saint-Rémy, le Tilleul de Buis-les-Baronnies, etc., avec des grands marchés internationaux. Il semblerait qu'il y ait de toute façon un regain d'intérêt des utilisateurs des plantes médicinales et en conséquence peut-être une possibilité pour ceux qui les fabriquent d'améliorer leur production. Ainsi, nous pourrions peut-être réhabiliter le métier d'herboriste et reconnaître un diplôme qui a disparu vers 1940. Ce qui semble fort dommage parce que malgré la formation que reçoivent les pharmaciens, par manque de possibilités, Et de dans temps. les officines, on voit de moins en moins de bocaux de plantes.